L'idée, ça a été de réunir un peu des gens qui, pour certains depuis des décennies d'ailleurs, parce que là, tous les quatre, on se connaît depuis 20 à 30 ans. Et l'idée, c'est de partager assez rapidement, en quelques minutes, ce qui fait l'essentiel du travail qu'on mène pour essayer de réorienter l'agriculture, l'alimentation et de créer une forme de cohérence qui donne un peu un espoir, notamment dans le moment très critique qu'on vit maintenant, quoi. Donc, ce que je propose dans un premier temps, c'est juste qu'on se présente assez rapidement et qu'on puisse dire le travail qu'on mène et éventuellement les structures qu'on représente. Donc, si on représente des structures. Bon, Véronique, on travaille ensemble depuis 25 voire 30 ans autour de la sélection participative. Toi, on s'est rencontrés autour des questions de commerce et de filière. Dominique, on s'est rencontrés avant d'ailleurs qu'on se retrouve au sein de Nature et Progrès. Et vous, alors là, j'ai vraiment essayé, j'ai tendu une perche parce que j'ai découvert, on me parle des conseils de développement de pays. Je ne savais pas ce que c'était, sauf Joël Regnault qui m'en parle depuis un moment, mais c'est mystérieux pour moi. Et plein de fois, il m'a dit, il faudrait que tu les rencontres, etc. Parce que si j'ai bien compris, c'est des collectifs citoyens. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, d'autant plus que tu dois partir vite ? On est plus que des collectifs citoyens, on est un espace reconnu par les collectivités. Là, sur les Vallons de Vilaine, dont vous faites partie, ça appartient au pays. Enfin, ça dépend d'un pays. Le pays regroupe plusieurs collectivités. Nous, sur Redon Agglomération, on fait partie de l'agglomération. C'est une association indépendante, mais qui est liée à l'agglomération. Et à l'intérieur de cette association, il y a des habitants. Tous les habitants du territoire peuvent venir au sein du conseil de développement, ou des acteurs, ou des groupements, des collectifs. Tout le monde peut venir participer à l'intérieur. Et sur un conseil de développement, c'est un espace d'échange. Et on essaye de mettre en relation justement la collectivité qui fait des politiques publiques et les porteurs de projets extérieurs qui soient des habitants, parce que les habitants ont parfois aussi ont des projets, ont des idées. Pour parler de l'alimentation, nous on a un groupe d'habitants qui s'est constitué comme ça et qui voulait travailler sur la restauration, faire connaître les producteurs locaux à l'ensemble du territoire. Donc ils ont décidé de travailler à construire un guide des producteurs locaux. Donc ils ont construit ça, on a financé justement ce projet-là. Donc c'est un fascicule qui représente, enfin ils ont cherché les producteurs locaux. Ils sont inscrits sur ce fascicule-là et ils l'ont en plus mis sur une carte collaborative sur Internet. Donc c'est disponible sur Internet et ça permet, les collectivités dans la période de confinement s'en sont servis justement pour permettre justement aux habitants d'aller chercher justement se ravitailler chez les producteurs locaux. Donc ça a servi. Et nous, notre rôle, c'est aussi de mettre l'action des citoyens par rapport au projet des collectivités. Nous, sur notre territoire, la collectivité travaille sur le PAT, le plan alimentaire de territoire. Et on a fait en sorte que justement ces actions de collectifs, ceux-là en particulier, soient inscrits dans une action du plan alimentaire de territoire. On a d'autres collectifs comme ça où on a rattaché leur action, on a cherché comment on pouvait rattacher. Il y a un collectif alors, qui sont souvent en opposition par rapport aux collectivités. On a un collectif anti-pesticides et il vient chez nous pour travailler sur la qualité de l'eau. Et c'est inscrit dans le PAT, donc ça lui donne une légitimité. Nous, ce qu'on recherche, c'est à donner de la légitimité aux habitants qui travaillent sur un sujet par rapport à la collectivité. Voilà. Et comment, très rapidement, la période du confinement, on a l'impression que ça a éveillé non seulement une prise de conscience, mais au quotidien des changements de pratiques, notamment beaucoup de gens qui sont tournés voir des producteurs locaux et des choses comme ça. Mais il semblerait que ce soit pas mal retombé juste après. La question qui peut se poser, c'est comment arriver à donner dans la durée une construction pour que de nouveau, moi je sais qu'une chose qui me préoccupe par exemple, c'est l'alimentation des enfants dans les écoles. Et une problématique aussi, c'est que l'agriculture paysanne qu'on représente, c'est beaucoup de petits producteurs. Et par exemple, quand à la cantine ou la maison de retraite, il s'agit d'organiser la restauration, ça nécessiterait de l'animation pour coordonner beaucoup de petits producteurs. Parce que ceux qui raflent la mise sont très souvent du bio-industriel et des gens qui ne sont pas du tout dans la même éthique. Ça, c'est une question que je me pose, je n'ai pas de réponse. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse
voir les obstacles et voir les leviers qu'on pourrait avoir pour construire ensemble la façon de reconstruire l'alimentation, l'agriculture et l'alimentation locale. Ça, ce sont les politiques publiques. Le PAT, nous, on a le PAT, le plan alimentaire de territoire, et aussi la gouvernance alimentaire de territoire. Et dans ce cadre-là, l'agglomération met en place, justement, avec les collectivités, que ce soit les écoles, les EHPAD, fait un travail, justement, en allant très, très directement vers les cuisiniers pour voir quelles sont les conditions qu'il faudrait pour que les producteurs locaux puissent accéder à leur marché. Et inversement, il y a un travail qui est fait en sens inverse vers les producteurs locaux pour essayer qu'ils s'organisent de façon à pouvoir répondre justement aux conditions des appels d'offres justement de ces institutions-là. Donc c'est un travail partenarial qui est en train de se passer, mais c'est quand même quelque chose de long parce que c'est un changement quand même de pratique de tout le monde. C'est pas simple. Nous, il y a eu plusieurs essais. Hein. Il y a eu des essais, ça s'appelait, nous, une association qui s'appelait l'Assiette au champ. Vous avez dû en entendre, enfin, je ne sais pas si vous êtes sur le secteur, en entendre parler. Donc, elle faisait un travail d'animation, d'éveil, justement, auprès des cuisiniers sur l'utilisation de produits locaux. Voilà, et ils faisaient des visites d'école, des visites de ferme pour voir, essayer de rapprocher les points de vue. Mais par contre, ils ont fait leur travail en parallèle de la collectivité. Et la collectivité, elle, ne les a pas soutenus. Donc c'est tombé à l'eau. Mais c'est à repart justement par la collectivité. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est ce qui est plus de dialogue justement au point de départ pour qu'il n'y ait pas d'échec comme ça. Okay. Moi, ça me donne le sentiment que vous êtes peut-être le partenaire que je ne connaissais pas, qui permettent de faire du lien entre nous, petits producteurs, et ensuite les structures collectives et la responsabilité collective liée à l'alimentation, et aussi de permettre la vie et le développement de l'agriculture que nous, on essaye de développer. Donc moi, je suis très content de vous rencontrer, parce que j'entends parler depuis des années, mais je ne sais pas qui c'est. Les politiques, moi, je ne suis pas à même de les rencontrer. Donc peut-être qu'on pourra donner d'autres suites. En tout cas, moi, je serais ravi de pouvoir être partenaire, et aussi avec nos réseaux. Tu avais entendu parler de ça, toi, Dominique, avec Nature et Progrès ? Prends le micro, tiens. Donc Dominique Bourdon, paysan boulanger meunier à Tréal, donc pas très loin d'ici. Ah oui, je voulais demander si on entendait au fond. Non, il faut parler fort. Okay. Tu sais faire. Je sais faire. Donc bonjour Dominique Bourdon, mais là il va pas aimer lui. Ils se débrouilleront. Donc paysan boulanger à Tréal, donc entre Guerre et Malétroit. Donc comme moi je livre sur l'Agassi, j'avais entendu parler de l'expérience de l'Assiette au champ. Et si mes souvenirs sont bons, il y a eu une plateforme de distribution à un moment aussi qui a été faite et ils cherchaient des agriculteurs. Mais comme l'a dit Nicolas aussi, là, une des difficultés, c'est qu'en tant que petit paysan, à travailler pour des structures collectives qui des fois demandent des volumes quand même conséquents, ça peut être compliqué à titre individuel, quoi. Mais il y a peut-être un travail à faire effectivement entre les deux, quoi. Donc voilà, pour répondre à ta question, mais parce que moi je livre sur l'Agassi toutes les semaines, c'est pour ça que je connais. Et du coup, tu représentes aussi aujourd'hui Nature et Progrès. Voilà. Donc oui, je représente l'association Nature et Progrès Haute-Bretagne aujourd'hui. Donc c'est une association qui a participé à l'émergence du mouvement bio en 1964. Donc à l'origine, il faut voir que ce sont des consommateurs qui avaient marre du système industriel qui leur était proposé en termes de nourriture, de produits d'hygiène, et qui sont allés voir des producteurs et des transformateurs en leur disant bah, nous, on a envie d'autre chose. Est-ce que vous pouvez répondre à notre demande, à nos besoins? Et donc, effectivement, il y a des producteurs, donc agriculteurs, des transformateurs dans le domaine alimentaire et de la cosmétique qui ont répondu présent. Et ensemble, ils ont co-construit un système qui a donné lieu à des cahiers des charges. Et le premier est arrivé en 1972, qui était un cahier des charges production végétale. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce système, c'est la co-construction entre les consommateurs et les producteurs transformateurs, quoi, hein. C'est ce lien. Et aujourd'hui encore, dans la réécriture de nos cahiers des charges, ou l'écriture de nos nouveaux cahiers des charges, puisque le dernier en date, il est sorti l'année dernière, c'est l'ostréiculture, sous mention Nature et Progrès. Donc ce sont des cahiers des charges qui sont co-construits ensemble, hein. Et demain, Nature et Progrès sans les consommateurs, ben, quelque part, ce serait bizarre.
Mais ce sera peut-être un changement aussi, parce que peut-être que les consommateurs... Il faut voir qu'à l'origine, on était l'association militante qui proposait un autre monde, hein, mais aujourd'hui, il y en a plein. Ce qui est très bien. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés à travers plein de petites associations, et peut-être que nous, on va revoir aussi notre manière de faire, on ne sait pas. Voilà. Alors, il y a eu un moment de bascule quand même, puisque Nature et Progrès, Dominique vient de l'expliquer, c'était un projet de société. Et ensuite, quand ce qu'on appelait l'agriculture organique ou biologique a résonné un petit peu, ça a été approprié, c'est mes termes, hein, en créant la marque AB, qui est devenue une marque d'État et un monopole d'État, et où il a été assez clair pour beaucoup d'entre nous que ça allait probablement alléger vers le bas le cahier des charges et mettre de côté toute la démarche éthique et économique. Ce qui a donné lieu, c'est effectivement ce qui s'est produit. Je ne dis pas que c'est mal, mais à une bio qui peut être aussi industrielle, qui peut être aussi mondialisée. Il y a 20 ans encore, il y avait des carottes bio dans les Biocop qui venaient de Nouvelle-Zélande. C'est pas l'éthique qui était celle de l'origine du projet de l'agriculture organique. Donc il y a eu un mouvement historique qu'on appelait les boycotteurs, qui ont vu ça venir et qui n'avaient même plus le droit de dire que c'était bio. Donc c'est une lutte qu'on a menée, et aujourd'hui de nouveau, et j'ai fait partie de cette lutte-là, pour que des petits producteurs Nature et Progrès soient par exemple présents dans les Biocop locales. Mais étant un Nature et Progrès, ça demande un engagement très important au niveau militant, des visites, on va visiter les fermes des autres, et théoriquement, vous, consommateurs, c'est absolument crucial que vous soyez là, puisque c'est collectivement qu'on va évaluer ce qui se passe sur les fermes, après on vérifie l'adéquation avec un cahier des charges, il y a une éthique et tout ça. Mais ce projet a été un peu perdu avec le label AB. Alors, un cahier des charges qui interdit le pire, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas le projet initial. Donc ça, voilà, je suis un peu rapide, un peu brut, et c'est pour ça que nous, on a, il y a 20 ans, réinventé, on a redécouvert Nature et Progrès, parce qu'on n'était pas en accord avec ce qui se passait au niveau du label AB et compagnie. Hein. Donc voilà, je pense que là, par rapport aux préoccupations dont on vient de parler, avec Nature et Progrès, c'est pas par hasard que les organisations paysannes représentées ici, c'est la Confédération paysanne, Nature et Progrès, Terre de Liens et le réseau Semences Paysannes. C'est, de mon point de vue, ce qui va être un peu la base et qui a une histoire de construction à venir. Un des plus qu'on apporte chez Nature et Progrès, c'est qu'on ne s'intéresse pas qu'à l'aspect technique de la production, mais on s'intéresse à l'origine des produits, au côté social, qui est important, et à l'énergie disponible. Et en cette période, c'est important. Tous ces points sont importants, quoi. Et là où le cahier des charges agriculture européenne, lui, s'intéresse qu'à l'aspect technique, hein, production technique, quoi. Voilà. Merci. Donc je m'appelle Emmanuel Antoine, je représente ici l'association Minga, qui a plus de 20 ans, voilà, qui est une association, alors on va dire, historique au départ sur le commerce équitable et qui petit à petit s'est éloignée de cette notion parce qu'elle a été rattrapée par le marketing. Et alors on sait, au départ c'était sur des filières alimentaires longues, café, chocolat, cacao, artisanat, et effectivement le but c'était de soutenir des communautés et de créer des filières longues, mais essentiellement pour accompagner des logiques de souveraineté alimentaire menées par des populations locales, aussi bien dans des conflits, dans des zones en guerre, en tension, etc. On s'est rapproché de Nature et Progrès parce qu'on nous avait dit, quand le commerce équitable est monté en puissance, on disait devenez un label, devenez une norme, devenez un... Voilà. Et là, on s'est rendu compte du danger de la chose, c'est-à-dire que notre engagement devenait uniquement un argument de vente. La dimension politique, on s'en fout, quoi. Sauf que pour nous, la dimension politique au plan international, elle met en jeu des gens, des vies, des gens qui prennent des risques pour pouvoir effectivement s'émanciper des communautés amérindiennes par rapport à des États oppressifs, des narcotrafiquants, etc. Donc c'est pas que de la com. Enfin, derrière, il y a des enjeux humains. Donc on s'est rapproché de Nature et Progrès pour déjà comprendre l'histoire de la bio. Et on s'est dit, surtout, il ne faut pas qu'on devienne un label ou une marque. Il faut qu'on repolitise la nature, nos engagements, qui ne peuvent pas se résoudre uniquement par le marché ou par le consommateur. C'est-à-dire dire, en gros, faire croire que c'est uniquement le marché qui va résoudre le problème, c'est accompagner un peu une industrialisation de notre chose. Voilà, je vais aller très très vite. Entre-temps, on a fait un salon international où on s'était rencontrés à cette époque-là, un salon international du commerce équitable. Et puis en 2008, au moment de la crise financière, on s'est dit notre société est totalement dépolitisée, il faut qu'on repolitise nos enjeux autour des enjeux alimentaires, à travers la question du foncier, à travers la question... Il faut repolitiser, je dirais presque le débat politique à partir de l'alimentation.
et de la production sur les questions dures, enfin les questions du foncier. À partir de là, on a rencontré un certain nombre de membres qui nous ont amenés, alors je vais aller très très vite sur la question des semences, où on s'est beaucoup intéressé. Alors le fondement quand même de notre association, c'est l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout travail mérite un revenu décent, une protection sociale décente et si besoin de se syndiquer. Ça peut paraître des mots, mais ces enjeux-là sont fondamentaux dans des filières internationales qui sont des points d'appui, notamment dans le textile, où en gros, en Chine, c'est quand même ces articles-là qui ont permis les premières organisations syndicales et d'avoir des informations par rapport... Donc ce n'est pas que des mots derrière, il se joue des enjeux relativement importants. Donc pour nous, c'est notre ligne de conduite, c'est notre engagement par rapport au travail. Le travail n'est pas une marchandise, c'est des choses très importantes qui conditionnent des conditions de vie. Donc on s'est dit on doit se repolitiser autour des questions alimentaires pour redonner de la force et de la vigueur sur la question du travail. À bientôt. À bientôt. Bon, allez, je vais aller très vite maintenant sur la question des semences. Voilà, donc de fil en aiguille, on a été, dans nos adhérents, on avait des artisans semenciers qui produisaient des semences. Et comme ils produisent des semences variétés de population, ils n'ont pas de certification d'obtention végétale, ils n'ont pas de brevet. Donc c'est comment on valorise le travail de gens qui sont sur des biens communs, sur des communs. Donc ils nous ont sollicité sur leurs conditions de revenus en disant, voilà, on ne peut pas uniquement produire des semences, uniquement sur le registre de la vocation. Ça ne peut pas être uniquement une dimension militante par rapport à des gens qui ont des moyens ou passionnés. Il faut aussi des gens qui puissent, que ça devienne un métier en tant que tel. Donc du coup, on a un certain nombre d'artisans semenciers qui nous ont sollicité par rapport aux enjeux des communs autour des semences. Voilà, de très très vite. Donc c'était des débats, des rencontres qu'on a eues avec le réseau Semences Paysannes sur ce sujet. On peut mentionner quand même l'existence du réseau Semences Paysannes qui s'est créé en 2003. Donc ça fait quand même pas loin de 20 ans maintenant, par rapport à toute la problématique des brevets et tout ça. Donc il y a tout un monde, un vivier, il y a plein d'informations là-dessus, là que vous pouvez pêcher. C'est pas anodin. Il y a beaucoup de biodiversité dans le réseau Semences Paysannes, que je respecte infiniment. Mais voilà, et c'est quand même il y a 20 ans aussi de cheminement là-dessus. Donc on a croisé le réseau Semences Paysannes à cette occasion. Et de fil en aiguille, et moi, l'enjeu des semences nous est devenu absolument fondamental, comme la question effectivement du foncier. On s'est dit, là aussi pareil, il faut qu'on investisse du temps, des moyens, de l'énergie. On a rencontré dans notre route sur la question des semences des cuisiniers qui se sont mobilisés au moment de la fusion Bayer-Monsanto en disant si les cuisiniers ne se mobilisent pas sur le sujet des semences, le métier de cuisinier va disparaître. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on a fait des liens avec des cuisiniers et on s'est dit il faut populariser cet enjeu-là, non pas uniquement comme un enjeu militant, mais comme un enjeu alimentaire de premier ordre. Voilà. Donc on a amené différentes campagnes. Une en région parisienne qui s'appelait Graines d'un Paris d'avenir, une en Bretagne qui s'appelait Graines d'une Bretagne d'avenir, montrait que la question de ces semences n'est pas un enjeu de conservation du passé, mais bien un enjeu déterminant aujourd'hui. Je vais aller finir sur un projet qu'on est en train de monter. Notre objectif en Bretagne, c'est maintenant d'accélérer la création d'un établissement semencier qui valorise le travail d'artisans semenciers en Bretagne, dans un contexte où tous nos petits camarades qui produisaient des semences sont en crise parce que la demande mondiale a explosé. Donc ça, la crise sanitaire a fait monter, mais aussi bien en France, en Angleterre, même aux États-Unis, où même les établissements semenciers sont obligés de fermer tellement la demande est énorme. Je prends un Grain del País, où ils m'ont dit en un mois, ils ont fait 1 an de chiffre d'affaires. Ça veut dire que là, c'est très bien, il y a une énorme demande qui prouve qu'il y a des enjeux anthropologiques sur le rapport au vivant qui sont en train de se jouer aujourd'hui. Sauf que maintenant, c'est la question de la semence qui devient centrale. Donc on s'est dit, avec les cuisiniers, avec des producteurs, on s'est dit en Bretagne, il faut maintenant qu'on crée un établissement semencier en coopérative en 2021. Voilà. Donc moi, je suis Véronique Chable, je travaille à l'INRA depuis 1983, donc je compte pas. Et depuis plus de 20 ans, je suis investie en agriculture biologique totalement. Et il y a 20 ans, la question, c'était quelle semence pour l'agriculture biologique, parce qu'on a mis plein de règlements autour de la bio, mais personne ne s'est préoccupé des semences. Et au moment, quand même, au niveau de l'Europe, il y a eu un décret comme quoi il fallait produire bio avec des semences bio. Et il y a quand même une partie des agriculteurs qui se sont posé la question, mais quelles semences on a à notre disposition? Et c'est là qu'ils ont réalisé
caractériser ce qu'était une variété moderne d'aujourd'hui pour l'agriculture conventionnelle. Et donc, elle a un critère vraiment fondamental, c'est des variétés qui sont stables et homogènes. Et donc, elles ont été construites par une vue industrielle de l'agriculture, oubliant toutes les caractéristiques du vivant. Or, le vivant, c'est ce qu'on veut promouvoir dans un système bio. Et donc, le vivant, c'est la diversité, c'est l'évolution, c'est l'adaptation. Donc, pour faire avoir des semences qui soient totalement compatibles avec l'agriculture biologique et dans l'esprit de la bio, il fallait refaire marche arrière et de partir complètement vers un autre modèle de semence. Et on revenait à la semence population, qui est celle qui nous a accompagnés depuis la naissance de l'agriculture il y a 10 000 ans. Donc, c'était juste de fermer la parenthèse de l'agriculture moderne. Et la façon dont on l'a fait, c'est qu'on l'a fait ensemble avec des agriculteurs, parce que tous n'ont pas pris conscience du problème, et c'est avec ceux qui ont pris conscience du problème, comme Nicolas, comme d'autres qui ont été à la naissance du réseau Semences Paysannes en 2003. Et c'était de revenir à des populations diversifiées, évolutives, qui évoluent à la ferme. Donc j'accompagne depuis cette période les paysans, les mouvements paysans, mais aussi bien au niveau local, régional, national et européen. Donc pour réunir, dans notre institution, c'était déjà mal vu de travailler pour l'agriculture biologique, mais de travailler pour la diversité, c'est encore bien pire. Et donc le seul moyen de sortir pour avancer, c'était de se réunir au niveau européen. Donc c'est avec les quelques chercheurs au niveau européen et tous les réseaux paysans qu'on a avancé sur la semence paysanne. Donc aujourd'hui, il y a le réseau Semences Paysannes qui développe la semence développée à la ferme, mais il y a aussi un nouveau concept, c'est le concept de la variété biologique qui fait juste d'émerger. Et on a quand même, dans les lois semences et dans celles qui vont être commercialisées pour l'agriculture biologique, il y a une place pour ce qu'on appelle les variétés hétérogènes. Donc la diversité fait son petit chemin, mais c'est quand même dans les fermes qu'elle est la plus adaptée, puisqu'on découvre aussi, et on essaie de promouvoir que c'est un travail culturel autour de cette semence, c'est-à-dire qu'on a aussi mis en avant au niveau scientifique, au niveau que la partie génétique du support héréditaire des êtres vivants. Donc toutes les variétés modernes sont basées sur la connaissance de l'ADN, de la manipulation de l'ADN. Or, une semence paysanne, c'est beaucoup plus. Il y a peut-être des informations génétiques, mais il y a des informations de régulation qu'on appelle épigénétiques, mais il y a aussi le micro-organisme. C'est là où les pionniers de la bio, il y a un siècle, disaient qu'il fallait des sols vivants. On le comprend aussi à une compréhension microbiologique du vivant, des plantes. Et des plantes, c'est des associations de cellules de plantes, mais de cellules de micro-organismes. Et tout est lié. Et donc, de travailler la semence paysanne, c'est travailler aussi l'adaptation des micro-organismes entre ceux des plantes, ceux du sol. Et c'est tout un ensemble. Et seule la semence paysanne sélectionnée, reproduite dans un terroir, cumule tous les avantages pour s'adapter le plus rapidement possible à un terroir. Donc nous, on ne promeut pas que simplement le retour au passé, c'est de comment on construit l'avenir ensemble. Et on a un potentiel, c'est quand même ce qui est resté conservé de ce qui nous est resté du passé avant l'émergence de toutes ces variétés stables et homogènes vendues par les grandes multinationales. Justement, ces sélectionneurs modernes ont besoin de sources de diversité pour quand même essayer de pallier les défauts qu'ils donnent à toutes leurs plantes. C'est ce qui a constitué ce qu'on appelle les centres de ressources génétiques, les banques de gènes. Et là-dedans, on trouve des milliers et des milliers de populations paysannes. Et c'est ça que notre ambition, c'est de les ressortir. Si dans les variétés modernes, on compte 20 à 30 000 variétés dans le commerce, on a quand même réussi à conserver, notamment par les institutions publiques, par exemple en Europe, on a 1 million de variétés populations, pour toute espèce confondue, qui sont stockées dans des congélateurs et qu'on essaie de sortir. Donc par exemple, ce que Nicolas a eu il y a 20 ans, c'était 300 de blé. Mais il y en a 1 million comme ça, et c'est compliqué de tout sortir, et on a du potentiel. Et donc c'est notre boulot, c'est notre ambition de tout ressortir. Donc pour résumer nos 20 ans de travaux, je me suis pris mon courage à 2 mains et on a sorti un ouvrage qui s'appelle « La graine de mon assiette », qui raconte l'histoire des semences et de l'agriculture depuis la naissance de l'agriculture il y a 10 000 ans, et de montrer comment l'évolution de l'agriculture, de notre alimentation et des semences est complètement connectée à une vision industrielle et scientiste du monde, et de retrouver des semences population et l'agriculture biologique, c'est une vraie révolution culturelle, anthropologique, comme me dirait Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a quand même à la base un autre rapport au vivant, une autre compréhension du monde vivant, et qu'on ne peut pas faire
c'est pas simplement des changements de technique, c'est pas des changements de marché, c'est des changements profonds de notre rapport au monde. Voilà. Et donc les paysans témoignent tous les jours de ce changement de conscience du vivant et à travers leurs semences et à travers leurs pratiques et les produits qu'ils offrent. Voilà le message qu'on essaie de faire passer. Merci beaucoup. Merci. Juste pour développer un tout petit peu, c'est important de comprendre que notre démarche, elle n'est pas du tout passéiste. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, pour moi, il s'agit de faire un pas en arrière pour se réapproprier l'héritage de 10 000 ans de coévolution entre les paysans, les végétaux et les animaux et leur environnement. Parce qu'un choix a été fait d'orientation que tu as qualifié de scientiste. C'est pas un rejet de la science, bien au contraire. Et d'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on se réunit à l'École du Vivant pour s'approprier les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, mais au service du vivant, et non pas pour l'utiliser comme si c'était une machine, parce que le vivant est d'une complexité qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, tous les chercheurs que j'invite, qui ont passé leur vie à étudier quelque chose, vous disent, mais en fait, on sait très peu de choses. Donc le drame, il est de régenter, de transformer le monde en laboratoire, en hypothéquant un potentiel merveilleux d'adaptation. Et tu l'as vu comme moi, Véronique, avec des populations évolutives, on a vu des blés qui ont pris 15 jours de précocité avec les changements climatiques qu'il y a, ce qui aurait été impossible même en faisant des hybrides en laboratoire. Ça, c'est les populations évolutives qui l'ont permis. Et là, c'est même pas la génétique à papa, c'est l'épigénétique, ou je ne sais pas ce qu'on doit dire, mais on l'a observé ensemble. En 2 ans, des populations ont pris 15 jours de précocité après 2 années de canicule en Bretagne. Donc en fait, quand on me demande si c'est des blés anciens, j'ai été un apôtre des blés anciens, mais ce n'est pas du tout blé ancien qu'il faut dire. Il n'y a pas plus adapté et plus récent que toutes les cultures qu'on a sur cette ferme. Ils sont immédiatement toujours en mouvement. Donc ce n'est pas du tout passéiste. Et prenez bien garde à cette vision passéiste qui met en valeur, pour vendre peut-être très cher, sur des tables très très chères, des blés de pays. Ils doivent bouger, les semences doivent circuler, les choses doivent s'adapter. Donc personnellement, moi je parle de blés de pays. Des blés de pays, c'est que je m'inscris dans une filiation qui a plus de 10 000 ans, de blés qui sont le fruit d'une sélection paysanne, sélection massale, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même nom qu'ont les blés qu'on sort des banques de gènes. Dans les banques de gènes, ça s'appelle Landrace. Landrace, ça veut dire blé de pays. C'est-à-dire le fruit de 10 000 ans de coévolution des paysans avec leurs végétaux ou leurs animaux. Et qui en plus sont très très ouverts. Ils ont un potentiel d'adaptation qui est absolument incroyable. Et qui permet de prendre des chemins agronomiques résolument innovants. Je n'ai pas été dans le détail, mais tout ce que vous voyez sur la ferme, et on l'analyse régulièrement. C'est-à-dire pareil, les données scientifiques, elles sont là, on fait des analyses de sol, on fait tout un tas de choses pour vérifier. Et je peux vous dire que la vérification mérite d'être entendue, parce que c'est très très étonnant ce qu'on observe. Donc voilà, c'est pas du tout passéiste, c'est se dire on a pris une orientation très techniciste, scientiste, en utilisant le monde et en transformant le monde en laboratoire pour qu'il réponde à notre représentation. Mais il y a un potentiel qui est absolument merveilleux de créativité. Et pour vous donner une idée, avec ces populations, le pain et les populations devraient être différents sur chaque ferme. Et on parle de gastronomie, parce que moi je le vis en Italie, la gastronomie elle est sur toutes les tables au fond des campagnes. Il y a un livre ici, vous allez voir, l'Italia del Pane, mais par village quasiment, il y avait un pain différent. Qu'est-ce que c'est un blé de pays? C'est un paysan qui identifie un blé, qui va travailler avec son meunier et qui va donner naissance à une spécialité gastronomique locale. C'est exactement l'inverse du modèle d'uniformisation qu'on a aujourd'hui. On a un potentiel merveilleux de créativité, de souveraineté alimentaire. Ça, c'est le terme de Via Campesina, c'est pas un terme d'extrême droite. Hein. C'est que les collectivités locales choisissent quelle agriculture, quelle semence, quelle alimentation ils vont avoir, et soient d'abord soucieux du bien-être de leur collectivité locale et des générations à venir. Ça, c'est le concept de souveraineté alimentaire de Via Campesina, opposé, c'est important de le dire, hein, au concept de sécurité alimentaire, développé depuis les années 60, en faisant croire que la sécurité, c'est le modèle qu'on a aujourd'hui, dépendant d'intrants, de phytosanitaires, d'azote et d'un commerce international. Et on veut nous faire croire que ce serait la sécurité alimentaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une arme de destruction massive de l'agriculture vivrière partout dans le monde, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Hein, les oubliés de la PAC, tout ça, hein, ça détruit aussi la petite paysannerie chez nous. C'est important de comprendre ça. Alors qu'en plus, toutes les études très très officielles nous montrent que l'agriculture paysanne de type familial, basée sur des semences paysannes, la transformation et la dynamisation du tissu local, permettrait de nourrir tout le monde en léguant aux générations d'après des terres fertiles et une biodiversité pour s'adapter à ce qui va venir. Donc c'est vraiment, on est à un moment qui est absolument crucial. Et pendant le confinement, je pense qu'on l'a vu,
Hein, la moyenne de ce qu'on trouve dans les supermarchés, c'est des milliers de kilomètres. Même notre président l'a dit, déléguer notre alimentation et notre santé était une folie. J'ai osé croire qu'il allait se passer quelque chose. Ben, en fait, non, ça a été encore pire dans le même sens. Mais là, on est là, tous ensemble, pour y participer. Et une autre chose, au niveau de l'agriculture, les surfaces sont peut-être dominées aujourd'hui à échelle mondiale par l'agriculture intensive moderne, mais en termes de nombre de personnes, c'est complètement faux. On est beaucoup plus de petits paysans et on est beaucoup qui souhaitent s'installer. Et là, bienvenue à Terre de Liens, bienvenue à Nature et Progrès, la Confédération paysanne. Sans le soutien de la Confédération paysanne, j'aurais jamais accédé à la moindre terre. Donc il faut se serrer les coudes et être tous ensemble côte à côte. Et c'est pareil, Nature et Progrès, il n'y a pas assez de consommateurs, entre guillemets, mais on ne les considère pas comme des consommateurs, mais comme des partenaires pour réinventer ensemble quelque chose. Et il n'y a rien qui soit tabou, il faut qu'on puisse parler de tout. Je vous remercie beaucoup pour la concision de... Oui, bien sûr. Juste quand même un élément de contexte. La crise sanitaire a radicalisé la demande des semences, mais le paysage est en train de complètement se recomposer. En agriculture biologique, maintenant, le terme utilisé du nouveau règlement pour des semences, c'est du matériel hétérogène biologique. Donc ça veut dire que là, on touche à des enjeux énormes, où ce qui est vu, l'agriculture biologique est l'avenir de l'agro-industrie. C'est-à-dire qu'on a vers des révolutions énormes qui sont en train de se jouer aujourd'hui. Il y a, au même moment où la crise sanitaire interroge, vous avez Xavier Nice qui va monter une école d'agriculteurs. Non, mais vous avez des enjeux en Bretagne où vous allez avoir des filières qui vont s'intégrer à Amazon. Donc vous avez quand même tout un contexte sur lequel on ne peut pas faire abstraction. Ce qui nous oblige aujourd'hui à être beaucoup plus ambitieux sur la nature du projet qu'on défend. C'est-à-dire avoir un niveau d'ambition qui est un niveau d'ambition, alors quand je dis anthropologique, c'est le rapport entre nous, espèces humaines, avec les autres espèces. Les choses sont en train de se radicaliser fortement. Et effectivement, on n'a pas 20 ans ou 30 ans. Là, les choses le paysage est en train de se déployer par rapport à des enjeux industriels dont la stratégie est l'artificialisation du vivant. Enfin, ça, c'est pas de la science-fiction, ça se pose en ces termes maintenant. Enfin, donc, à travers ces enjeux, c'est pas uniquement préserver une niche de qualité, mais bien effectivement une bataille de souveraineté, de démocratie qui est en train de se jouer autour de ces enjeux alimentaires. Donc de bien prendre la mesure du contexte que la crise sanitaire a radicalisé, si j'ose dire, et en gros nous oblige à faire face à des enjeux qui sont sérieux, quoi. Voilà. Excuse-moi. Non, c'est très bien. C'est essentiel parce que, en plus, prenez garde au niveau de l'agronomie et de choses qu'on a pu évoquer là ensemble. Il y a une récupération massive aujourd'hui du travail mené depuis des décennies sur la question des semences paysannes ou du rapport au vivant. Et il y a même des gens qui s'approprient ce terme qu'on a osé utiliser depuis une vingtaine d'années pour promulguer une agriculture très très industrielle qui est derrière financée par des gens qui amènent des millions d'euros chez les mêmes financeurs qu'Amazon et tout ça. Donc en fait, de mon point de vue, on a le même phénomène de récupération au niveau de l'agronomie qu'il y a eu il y a 20 ou 30 ans au niveau de l'agriculture biologique, pour faire un système commercial au niveau international qui n'a aucune éthique. Sachez quand même que la dernière crise économique en 2008, je crois, il y a eu des émeutes de la faim dans 30 pays du monde. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'alimentation, c'est à cause de la spéculation. Hein ? Et là, ce qu'a fait le gouvernement français là, pendant le confinement, c'est de vendre à bas prix les céréales qu'engrangent des spéculateurs et qui font qu'à l'époque, le prix du riz a été multiplié par 5, des céréales par 3, pas parce qu'il n'y avait pas à manger, parce que le système économique de commerce de l'alimentation mondiale est tenu par des gens sans foi ni loi et qui en font un bénéfice phénoménal d'une façon obscène. Donc prenez bien garde, parce que l'image, l'habit ne fait pas le moine. Et aujourd'hui, il y a une récupération massive. Donc c'est pas par hasard qu'il y a autour de cette table les personnes qui sont là. Il y a un peu de recul et on les a vus, les miroirs aux alouettes. Soyez attentifs, vraiment. Pareil, l'agroécologie, Stéphane Le Foll, c'est vraiment du greenwashing au rabais. Hein. Il a même déposé le terme, on ne peut plus l'utiliser. Qui c'est Bolloré qui a déposé le terme planète. Hein, ça va jusque-là. Donc soyez très attentifs et utilisez votre discernement pour comprendre à quoi vous participez. Parce que, de mon point de vue, c'est clair, ça fait 30 ans que je le dis, on a plus de pouvoir par notre porte-monnaie, même si on n'a pas grand-chose, que par notre bulletin de vote. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas voter,
Mais ce qui fait tourner, tant qu'on va chez Amazon, tant qu'on va dans les supermarchés, moi, la dernière manif pour la qualité de l'eau à Pontivy, c'était il y a 20 ans. On était 5000. Je me suis dit, il y en a 4990 qui vont acheter du poulet et du cochon hors sol. J'arrête les manifs. Il faut d'abord arrêter de consommer ça. Et l'acte politique, il est peut-être de faire l'effort d'aller voir les producteurs, pas seulement pendant le confinement. Et ensuite de continuer de construire ça sur le long terme. Et de se rendre compte de cette calamité au niveau de la concurrence. Il y a un conflit de concurrence qui est inacceptable à échelle mondiale, mais à échelle locale. Pareil, entre l'agriculture paysanne qu'on pratique et Nature et Progrès, etc., ou la Conf, et l'agriculture industrielle, où ils ont toutes les aides, etc., il y a une distorsion de concurrence absolument scandaleuse, au niveau local en France et au niveau mondial, qui fait que, bah oui, nous, pour en vivre, on devrait vendre plus cher nos produits. Après, il y a une autre question, tout le monde trouve normal d'avoir une télé de 3 mètres carrés, mais de mettre pratiquement rien dans son alimentation. Hein, depuis 20 ou 30 ans, ça a beaucoup changé, la partie qu'on consacre à l'alimentation. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Nous, on ne gagne pas grand-chose, mais d'abord, on est conscient de ce qu'on achète, on mange de bonne qualité et on essaye de faire vivre des gens qui font un travail qu'on souhaite pour tous. Et gastronomie et démocratie alimentaire, la gastronomie, de mon point de vue, elle devrait pouvoir être sur la table de tous. Après, ceux qui doivent aller au restaurant parce qu'ils vivent en ville et qu'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est très bien aussi. Mais mon pain, il est le même prix au kilo que le pain d'un artisan boulanger. Je souhaite que ça reste comme ça. Mais il y a distorsion de concurrence. Logiquement, il devrait être vendu 2 ou 3 fois plus cher. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au travail que ça représente et les aides qu'on n'a pas. Parce que l'agriculteur en France n'est plus financé par sa production, mais par les aides de la politique agricole commune. On n'a pas le temps de l'expliquer. Ça date des années 60 pour reparvenir à l'autonomie alimentaire européenne. Quand on est arrivé dans les années 60, premier lanceur d'alerte sur la qualité de l'eau, les pesticides, la désertification du monde rural, et on s'est dit on va exporter tout ce bonheur. Le blé tout ne valait plus rien, on va l'exporter sur le marché mondial, ce qui est parfait pour détruire l'agriculture vivrière partout dans le monde. Et après, ça s'appelle l'avantage comparatif. On fait produire massivement là où ça coûte le moins cher, le moins disant écologique et social, et on fait venir nos produits de 3000 km. C'est ça le système. Hein. Il est absolument honteux. Mais on ne s'en rend même pas compte. Moi, je rends grâce à une semaine de formation des écoles paysannes il y a 30 ans, où j'ai compris le commerce international et l'agriculture internationale. Et cette soi-disant sécurité alimentaire, qui est la pire insécurité. Au niveau des semences, et les semences les plus fragiles, cultivées avec des pesticides, des engrais, comment voulez-vous que ça fonctionne autrement? Et au niveau du commerce international, la plus grande insécurité possible, c'est un mensonge éhonté. La révolution verte était censée trouver une solution au problème de la faim dans le monde. 40-50 ans après, le résultat est exactement l'inverse. Voyons les choses telles qu'elles sont et prenons acte et construisons quelque chose de merveilleux d'ailleurs, de créativité, de diversité et tout ça. Mais tous côte à côte, quoi, sinon on n'y arrivera pas. Il y a un doc qui est sorti cette semaine sur France 2, peut-être que certains l'ont vu. Il s'appelle « Nous paysans ». Donc c'est une rétrospective de l'évolution du monde agricole d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. C'est super, il est beau et puis je trouve qu'il est bien fait. Voilà. C'est un paysan qui le dit, parce que tout le monde n'est pas de cet avis, mais peu importe. Je trouve que ouais, si, globalement, okay. il est sympa, quoi. Hein. Ouais. Il y a toujours à redire à un doc. On peut toujours redire quelque chose. Mais je regarde la globalité. Pour quelqu'un qui est loin du milieu, je trouve qu'il est quand même plutôt chouette. De toute façon, très sincèrement, ici, le projet, c'est pas de vous apporter une vision monolithique où tout le monde serait d'accord. Par contre, sur l'invitation, vous avez des liens qui vous permettent, et on va essayer de finir de le construire, de suivre le travail des uns et des autres. Et que chacun puisse suivre le fil. Donc si vous ne l'avez pas eu, laissez votre adresse mail et on vous donnera la liste de tous les intervenants et le lien de leur travail, des associations, etc. pour que chacun puisse creuser ces questions-là et trouver la meilleure façon de se positionner. J'ai une petite précision quand même. Je parle du doc. Je ne parle pas de la causerie qu'il y a après le doc. Ok. Si dans la grange, là, quelqu'un a envie d'amener quelque chose ou poser une question, c'est bienvenu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la salle qui pourraient être ici. Hein. Je pense à Tao, Anne-Sophie et d'autres. Voilà. Oui.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, sur le comportement des consommateurs, on va les appeler comme ça, ou des mangeurs, et sur leurs responsabilités. Et moi, je crois qu'on a aussi un devoir collectif de là où on est. Moi, je suis artisan cuisinier, toi, tu es artisan boulanger. On a un devoir collectif pour vérifier qu'on a tous la possibilité d'avoir accès à cette alimentation aussi. Parce que le pouvoir du porte-monnaie, il est aussi très dépendant de ce qu'on a à disposition autour de nous. Et pour moi, ça me semble aussi important ce que tu racontes sur ta ferme, moi je pourrais le raconter sur mon restaurant, avec une autre échelle, et c'est la base de toutes les idées qu'on défend, mais elles ne sont valables que si elles sortent de notre petit microcosme. Et comment on y arrive? Là, on ne peut pas y arriver que par le pouvoir du porte-monnaie. Il y a aussi des contre-pouvoirs qu'on doit, à mon avis, mettre en place pour forcer des législations, des plans d'urbanisme, des politiques locales, des politiques régionales, pour que justement, dans un quartier de Quimper, on ait autre chose que le Carrefour Contact pour s'alimenter. Parce que quand bien même on voudrait consacrer une partie de son budget, même s'il est minime, à une autre alimentation, on ne peut même pas. On a aussi des contingences qui sont liées en Bretagne à beaucoup d'activités autour de l'agroalimentaire, des rythmes de vie qui sont compliqués. Comment on fait avec tout ça? D'imaginer que tout le monde va recuisiner, retourner à la terre, etc. Moi, j'y souscris en tant que cuisinier. Ça serait ignorer aussi les autres réalités, d'autres situations sociales, d'autres situations politiques. Et je pense, alors je n'ai pas de réponse, mais je me dis que tout ne peut pas reposer uniquement sur l'acte d'achat. Il y a aussi, à un moment donné, il faut qu'on monte ce que j'appelle moi des contre-pouvoirs pour influencer des politiques publiques qui facilitent la vie, qui facilitent ce choix-là. En fait. Ça ne peut pas devenir que de la volonté. C'est sûr. Et c'est même, il y a une forme d'urgence. Parce que nous, en tant qu'agriculteurs, et notamment avec les animaux, on subit un harcèlement technocratique qui est totalement hallucinant. C'est-à-dire que les normes qui nous sont imposées, qui sont justifiables pour des élevages industriels qui sont très dangereux, sont totalement hors de notre portée. Il faudrait quelqu'un à plein temps sur des ordinateurs, sur des portails qui ne marchent pas. On a des contrôles qui sont totalement invraisemblables. C'est du harcèlement. Et les normes, pour faire du fromage, il faudrait 7 salles différentes. On nous impose des normes industrielles. Donc il y a un moment où on sera peut-être amené à faire ce que font des gros industriels dans le cadre des semences, une logique de club. C'est-à-dire finir par des associations. Où la ferme, à terme, pourrait devenir une association de gens conscients qui réclament ce produit-là et qui sont des partenaires complets. Parce que là, on fait un club et ce n'est pas sur le marché. Parce que vous comprenez, les lois commerciales nous amènent tout de suite dans des échanges qui sont très très problématiques. On n'a pas le temps de parler des semences, il y a plein de formes de positionnement. Pour moi, le foncier et les semences ne devraient pas être un bien commercial. C'est mon point de vue. Mais à terme, nous, paysans, transformateurs, on est en danger permanent. Donc il y a un moment où si vous n'êtes pas autour de nous en disant « nous, c'est ce produit-là qu'on veut, on sait pourquoi », et qu'on ait donné un cadre juridique qui peut être une association, ça permettra peut-être de le sauver. Mais moi, je sais que c'est d'une allée à l'autre qu'on est dans ce péril-là. Puisque même jusqu'aux normes théoriquement sanitaires, on a un élevage qui est bien plus sain que beaucoup d'autres, et on pourrait considérer qu'on est des criminels. Et je vous dis que c'est vraiment du harcèlement. Ce qu'on nous demande, c'est invraisemblable. Donc, encore une fois, il y a une distorsion de concurrence par la pression administrative et technocratique qui est adaptée pour la ferme des 1000 vaches et pour l'industrie agroalimentaire, et qu'on nous impose à nous. À un moment ou à un autre, il faut considérer que, vu la crise sanitaire, l'élevage industriel, il faut l'interdire. C'est-à-dire que là, il y a des problématiques de zoonose, c'est des bombes bactériologiques. Les problématiques sanitaires sont quand même lourdes. Maintenant, quand des journalistes mettent des enquêtes sur ces sujets, ils sont menacés. C'est des problématiques qui se posent maintenant. Oui. On ne peut pas dissocier une production bio parce que des rapports de force qui se jouent maintenant. Et quand des journalistes se font agresser ou des radios se font agresser parce qu'elles font leur travail simplement d'enquête et que ça met en jeu des enjeux sanitaires, on ne peut pas dissocier l'initiative et les rapports de force qui sont en train de se jouer. Et effectivement, ce n'est pas dire que toutes les agricultures sont compatibles. Une certaine forme d'élevage doit être interdite, du point de vue sanitaire. Par rapport, si effectivement maintenant dans le Conseil de défense il y a des vétos, c'est qu'ils sont quand même conscients qu'à un moment ou à un autre, les problématiques de zoonose ou de variance posent des problèmes à long terme. Donc du coup, ces enjeux-là sont des enjeux de santé publique, sont des enjeux alimentaires, sont des enjeux qui doivent à un moment ou à un autre amener à des mobilisations, qui doivent poser et des normes et des interdits. Oui.
Mais c'est très important ce que tu dis, et on a un moment qui est extrêmement critique, avec tout ce qu'on vit depuis un an, où vous verrez que les médias en général, et la politique qui est prévue au niveau de l'élevage et au niveau de l'agriculture, c'est de vous expliquer que la seule sécurité possible, c'est des élevages type ferme des 1000 vaches, où on peut vérifier au niveau sanitaire que ça passe par l'eau de Javel, machin et compagnie, et que nous sommes dangereux. C'est le message aujourd'hui, hein. Et je suis au regret de vous dire que c'est ce qu'on applique aujourd'hui sur l'être humain, hein. C'est-à-dire que la logique qu'on applique aux êtres humains, c'est à peu près celle qu'on applique depuis 20 ans en Chine sur les élevages de cochons. Je vous dis très franchement ce que j'en pense, hein. Et là, aujourd'hui, tout ce que je lis, moi, au niveau justement de l'élevage, des problématiques de zoonose, ce serait nous faire croire que notre sécurité passerait par uniquement des trucs en hors-sol avec pas moins de 1000 cochons, etc. J'invente rien, hein. Allez voir les articles de ce qui est préconisé pour l'agriculture et l'élevage, hein. Et qu'il faut le plus vite possible éliminer les petites fermes qui sont des dangers. C'est le discours, hein. Je n'invente rien, vérifiez-le. Et quand même, ne passons pas sous silence, quand même, au terme de ce moment-là. Si vous n'avez pas entendu parler de la brigade Déméter, allez voir. Hein, c'est quand même une organisation gouvernementale qui vise à prévenir les rassemblements de ce type à visée idéologique qui remettrait en question le modèle agricole. Je n'invente rien, allez voir, ça s'appelle la brigade Déméter. On mettra le lien à suivre, mais on est dans un moment extrêmement critique, hein. Sachant qu'en plus, économiquement, même les producteurs de lait qui ont des petites fermes très grandes par rapport à la nôtre, hein, là, demain, c'est la ferme des 1000 vaches ou rien, ou alors une vision très radicale comme la nôtre, où on transforme, on fait de la vente directe, et on s'affranchit de la logique commerciale, des COP et tout ça. Il n'y a plus le choix. Quelque part, c'est une bonne nouvelle, d'un certain point de vue, sauf que c'est très difficile. Et il faut vraiment aider. Quand je dis qu'on est beaucoup plus de petits paysans que de gros paysans en nombre, il faut voir le nombre de jeunes qui souhaitent s'installer, mais qui manquent d'accès au foncier, qui manquent de reconnaissance, qui manquent de financement. Donc ça, et c'est là qu'on est tous des partenaires cruciaux pour ça. Et là, il y a Terre de Liens, il y a beaucoup de démarches collectives qu'il faut connaître et s'inscrire dedans pour aider à construire ça en refaisant de la relation. Tous les gens qui ont aidé à financer cette ferme, ils connaissent cette ferme, ils viennent, ils sont des partenaires, ce n'est pas des inconnus. D'ailleurs, toutes les banques nous ont plaqués au dernier moment après qu'on ait eu gain de cause avec cette affaire. Donc si ça a pu se faire, c'est par des relations humaines. Il faut sortir de la communication pour revenir à de véritables relations. Comme pour les filières, hein. Un paysan qui fait du bon blé pour un meunier, pour un boulanger. Il faut reconstruire ça. Tout le monde ne sera pas nourri par des paysans boulangers. Tu vois ce que je veux dire? Il faut reconstruire du lien. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que, comme ce qu'on partage tout cet après-midi, c'est vivant, c'est juste merveilleux. Par contre, il faut être sacrément un guerrier pour préserver ces espaces-là. Et on a besoin de vous. Voilà. Et ceux qui viennent derrière nous ont encore plus besoin de vous. En fait, on a besoin les uns des autres. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas quelle heure il est. Je suis sûr qu'on est peut-être limite couvre-feu. L'heure fatidique. Il est quelle heure, Marie-Françoise? Je voudrais, s'il vous plaît, parce que je suis adhérent d'Intérêt Progrès, finir par tout va bien. Hein. Ouais, tout va bien. On vous propose des bonnes choses. Voilà. Vous venir les chercher chez nous, au final. Hein. C'est ça. Et voilà. Chez nous et chez les collègues, quoi. Hein. Puis après, si vous avez du temps pour méditer, nous aider à faire quelques courriers, nous soutenir, bah, c'est génial. Mais voilà. Et puis quand même un truc, revisiter sa façon de consommer. Parce que par exemple, nous, on abat un bœuf. Théoriquement, on attend des copains de nous dire qu'il y a assez pour qu'on abatte le bœuf. Et même des gens proches, ils ne comprennent pas. Hein. Donc on sait qu'au dernier moment, ils vont l'acheter. Moi, quand je fais du pain, c'est pas pour le jeter. Hein. Si on me commande du pain et qu'on ne vient pas le chercher, il est perdu. Si on ne me commande pas de pain, il n'y a pas de pain. On n'est pas un magasin. Enfin, moi, je ne le vis pas comme ça. Hein. Et moi, mon boulot, il est de faire le pain. Il n'est même pas de faire le commerce. Hein. À la maison, c'est vous qui mettez les sous dans la caisse et tout ça. Mais ça change profondément le rapport à la consommation, qui devient un partenariat véritable. On commande du pain, je le fais. Tu viens pas le chercher, c'est pour les poules. Donc pas deux fois. Hein. Et on abat un bœuf, c'est pas pour risquer de perdre la viande. Hein. C'est quand même pas rien d'abattre un bœuf. Et même des gens très proches ne comprennent pas. Parce que ça fait bien longtemps qu'on est acculturé là-dessus. Donc c'est quand même un changement très très profond, mais qui est magnifique. Parce que quand vous, les chefs, vous venez, vous voyez les cultures, vous voyez les animaux. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de paysans qui aiment faire visiter leur ferme au mois de février. Hein. C'est pas le moment qui est le plus magique. Hein. Vous êtes bienvenus en juillet. Merci beaucoup à tous. On voudrait mettre personne en danger. Si vous avez besoin d'attestation pour rentrer, vous demandez. Elles sont là. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venus à Autan et partager ce super beau moment. Merci.